تسمحكم أن أكمل باللغة الأجنبية. Je voudrais tout d'abord rendre hommage à notre direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique de nous avoir donné cette grande opportunité aujourd'hui d'associer un centre de recherche de technologie industrielle et les sciences de la santé. Et nous avons ressenti cet énorme besoin aujourd'hui qu'avec la pandémie du Covid-19, oh combien nous étions vulnérables. Et notre conviction aujourd'hui, depuis une date mémoriable qui était le 27 ou le 28 février, suite à une instruction et une orientation de Monsieur le Directeur Général, avec l'appui indéfectible de Monsieur le Professeur Sahraoui, qui nous ont ouvert les yeux sur la vraie vie que seul on ne pourra pas arriver. Et qu'on avait besoin de toutes les ressources humaines et toutes les compétences aujourd'hui, qu'elles soient nationales ou domiciliées à l'international. Ce riche enseignement nous a permis encore aujourd'hui de revoir un petit peu notre stratégie, notre dynamique, et pour que nous inscrivons dans une cinétique, une nouvelle cinétique, c'est la cinétique du partage. Avant d'aller sur mon propos, Madame et Messieurs, et très chers professeurs et honorables assistances, je voudrais vous déclarer que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec GAFA. GAFA qui veut dire Google, qui veut dire Amazon, qui veut dire Facebook, ou pour dire un petit peu Apple. J'ai d'autres conflits d'intérêts, mais qui sont en rapport avec ma profession d'anesthésiste réanimateur, mais pas avec l'objectif ou l'objet de ma présentation aujourd'hui. Tout d'abord, voici un petit peu l'histoire de la médecine. L'histoire de la médecine, elle a démarré, comme vous voyez sur cette image à gauche, et ça faisait très longtemps, et ce que vous voyez à droite, c'est Avicenne. Mais le 21e siècle a ramené beaucoup de technologies et beaucoup de savoir-faire et beaucoup d'innovation. D'ailleurs, je ne vous raconterai que au début du septembre 2001 est une date mémoriable pour certains pays. Pour nous, en tant que gestionnaires et managers de la santé, nous sommes rentrés dans le 21e siècle et le professeur Jacques Marceau a conduit sa première intervention chirurgicale à distance de la téléchirurgie pour une patiente qui était hospitalisée à l'hôpital de Strasbourg en collaboration avec une équipe américaine qui était située sur la rive est à New York. Et depuis, la numérisation a pris son chemin et elle a impacté un petit peu notre quotidien et nos décisions, notre vision et éventuellement notre prise en charge concernant nos patients. Pour planter un petit peu le décor, Madame et Messieurs, le début de cette nouvelle ère du numérique ou de l'Internet, ça a commencé pratiquement en 2018 et je vais vous raconter 4 histoires, si vous permettez. 4 histoires où une montre a pu sauver un petit peu ses patients. Je vous raconterai une jeune maman américaine de 25 ans qui était chez elle tranquillement le week-end, qui regardait pratiquement sa télévision et sa montre, son Apple Watch, qui l'a alertée. Elle a alerté parce que la fréquence cardiaque ou le rythme cardiaque s'est accéléré. C'est les battements cardiaques qui son cœur s'était emballé, qui s'était accéléré et qui dépassait un petit peu les 150, voire plus de 120 battements par minute. Et sa montre ne s'est plus arrêtée. C'est comme ce qu'il présentait tout à l'heure, notre ami le respirateur. Les alarmes ne se sont pas éteintes et c'est ce dérangement de sa montre qui l'a obligé à aller à l'hôpital. Et quand le médecin urgentiste qui l'a reçu au niveau de l'hôpital lui a demandé « Mais madame, qu'est-ce qui vous ramène ?» Elle me dit « Voilà, ma montre ne veut pas s'arrêter, elle me dit que j'ai un problème cardiaque. »
Donc c'est sa montre qui l'a alerté. Il s'est avéré que c'est un vrai problème. Et ce problème était secondaire. Thyroïde. Il y a eu une débâcle, une décharge des hormones thyroïdiennes. Ces hormones thyroïdiennes ont fait emballer un petit peu le cœur, ils l'ont accéléré et elle était pratiquement en arythmie. Le cœur, il fibrillait, donc ils étaient comme ça dans des battements inefficaces. Donc vous voyez que cette première expérience en 2018 de cette femme, c'est sa montre qui l'a fait emmener en consultation. Je prends un deuxième exemple, c'est celui de la montre aussi, toujours, qui a sauvé et une adolescente et un homme. L'adolescente qui souffrait d'une maladie rénale, et c'est ça qui a alerté un petit peu la consultation, qui l'a emmené à consulter. Et l'homme, c'était suite à une rupture d'un ulcère, il a perforé son estomac, ça a entraîné une décharge d'acidité au niveau du péritoine, au niveau de l'abdomen, qui a accéléré le rythme cardiaque et qui a emmené et la patiente et l'homme à l'hôpital. Donc vous voyez ici, je ne sais pas si vous arrivez, peut-être sur l'écran de la télé, tout le rythme cardiaque qui était accéléré sur cette montre. Donc vous voyez un petit peu que c'est l'effet du numérique sur nos décisions et sur le citoyen et comment préserver au mieux la santé publique. Le quatrième exemple, et je vais m'arrêter là pour ne citer pas que ces exemples, c'est un agriculteur de 92 ans qui était en train de vaquer à ses affaires. Il tombe d'une échelle et c'est sa montre qui s'accélère un petit peu. Elle est désagréable et c'est ça qui le motive à aller à l'hôpital et il a une fracture de hanche. Donc pour lui, c'était rien du tout. Et là, alors qu'il avait une fracture de hanche, et c'est cette montre, grâce au monitorage du rythme cardiaque et pas mal d'autres paramètres, qui a motivé cette consultation. En guise d'introduction, après ces 4 exemples, les défis aujourd'hui. J'ouvre une parenthèse parce que je suis responsable et je manage la santé, les sciences de la santé. Donc c'est un épiphénomène, la médecine ou les sciences biomédicales, parce que dans la santé, il n'y a pas que la médecine, il y en a d'autres volets, on va revenir. Mais en tant que médecin, je vais parler aujourd'hui un petit peu de la médecine de demain. Je voudrais rappeler à cette honorable assistance. En 1968, j'étais même pas à l'école, mais j'avais un souvenir d'un voisin, d'une voisine plus particulièrement, qui était diabétique, qui était à l'école. À l'époque, les seringues d'insuline étaient en verre. En verre, alors imaginez-vous un écolier de 5 ans, de 6 ans, qui va à l'école dans sa trousse une seringue d'insuline en verre. Comment la protéger, la préserver? Donc chaque fois, je me rappelle de cette voisine, elle venait chez nous pour demander des seringues en verre pour lui injecter de l'insuline. En 68, c'était déjà hier, elle passait pas très lointain. Aujourd'hui, on est passé après à des seringues en plastique. Et après, on est passé à des stylos. Après, nous avons au départ des appareils de glucomètre. Maintenant, nous avons des capteurs et des pompes à insuline. Vous voyez que l'innovation et la technologie suivent un parcours exponentiel. Donc, nous avons des défis. Quand je fais un peu d'histoire, c'est l'histoire qui peut aujourd'hui nous permettre de se projeter à l'avenir. Juste après l'indépendance, il y avait très peu de médecins à l'échelle nationale. 342, si mon chiffre je me rappelle bien. Donc, on s'est inscrit résolument sur le plan politique à une médecine thérapeutique. Aujourd'hui, la médecine du futur est une médecine translationnelle à 5 P. C'est la médecine personnalisée. C'est la médecine dans la prévention. Donc, il va falloir changer de paradigme. Et c'est ça le but de ma présentation aujourd'hui. Au vu de tous les défis aujourd'hui que la santé algérienne a à relever, entre autres celui du Covid-19, bien entendu, de la Covid-19,
nous avons des problèmes de démographie. Nous avons un potentiel démographique, une courbe qui est exponentielle. Dans quelques années, on sera peut-être à 70 millions, 80 millions. L'espérance de vie s'est allongée. Il y a une exigence en matière de qualité de soins. Et bien entendu, toute cette transition épidémiologique aura des coûts pour des soins et pour la santé. Tout ça exige de nous d'optimiser nos compétences, donc le capital humain. Nos équipements ne devraient pas être ceux qui sont aujourd'hui ou ce qu'il y a été il y a quelques années. Et bien entendu, avoir une vision pour essayer de trouver un équilibre entre les objectifs qui vont être assignés et bien entendu les financements à mettre en place. Pour cela, on doit maîtriser ces nouvelles technologies. On doit bien les implanter dans notre dynamique et notre stratégie et notre vision de notre avenir en matière de prise en charge de la santé publique. Et bien entendu, il faut qu'ils soient adaptés à notre société et à notre environnement et à nos lieux d'exercice. Et bien entendu, il ne faut pas que ça reste là. Ces équipements aujourd'hui peuvent être évolutifs. Donc, on doit s'engager à être évolutif avec le temps. Ce qui est valable aujourd'hui, peut-être ne le sera pas demain, bien entendu. Ces technologies innovantes en santé, mesdames et messieurs, sont les solutions pour relever ces défis de santé publique. Alors, de là, à partir de ces nouvelles opportunités, pour la recherche en santé, il y a un sacerdoce, il y a une conviction. Il va falloir je suis là, monsieur le directeur, parce que ma conviction est la suivante. Les sciences de la santé, à un certain moment, et on le disait tout à l'heure, et je le partageais avec mes amis anesthésiologistes et réanimateurs, que les médecins étaient pratiquement dans une tour d'ivoire. Ils n'exprimaient pas leurs besoins. Aujourd'hui, nous avons compris que pour faire de développement technologique, pour faire de l'innovation en santé, il va falloir qu'on s'inscrive dans la multidisciplinarité et dans la transsectorialité. C'est un passage obligatoire. Il y a une autosuffisance de la recherche académique après toutes ces années, depuis pratiquement plus de 10 ans. Il va falloir qu'on se jette à l'eau et on développe tout ce qui est recherche translationnelle et la recherche-développement. Pour cela, il va falloir qu'il y ait une étroite collaboration entre les chercheurs, les ingénieurs, bien entendu, qui ont cette aptitude de la maîtrise de tout ce qui est technologique, bien entendu, en collaboration avec les praticiens ou les professionnels de la santé. Je voudrais exprimer cette nécessité, cette obligation, cet impératif qui est aujourd'hui, ce que sont les mathématiques, sans la physique, sans la chimie de pointe, l'électronique ou la nanotechnologie, associée aux biologistes et aux médecins, on ne pourra pas faire émerger le développement technologique en sciences de la santé. Deux impératifs dans notre vision de technologue. On a souvent l'habitude de les occulter. Mais c'est des personnes qui sont, ou c'est des ressources à ne jamais exclure. Il faut faire dans le partage. Il faut faire dans le partage et dans la collaboration. Il ne faut pas exclure les sciences humaines et les sciences sociales. Bien entendu. Tout ce qui est développement technologique a un impact sur la société. Donc, il a un impact sociétal. Et c'est déterminant pour être le garant de la sécurité, de la bonne utilisation de ces technologies innovantes en santé. Très bien. Je vais résumer le propos de mon intervention sur 3 volets. 3 volets qui sont les suivants. C'est les technologies innovantes en santé,
la robotique, bien entendu, en santé, et le dernier point sur l'intelligence artificielle en santé. L'agence thématique de recherche en sciences de la santé, suite à une orientation de monsieur le directeur général, en fin 2018, nous avons pu lancer au niveau de l'agence thématique en recherche en santé 3 appels à projets pour la création d'équipes mixtes. Ceci nous a ouvert un espace aujourd'hui que ces technologies pour la santé ont un rôle majeur sur 4 points, que ce soit pour le diagnostic de certitude, parce que parfois le diagnostic n'est pas aisé à poser, donc on a besoin de toute la technologie. On ne peut plus se contenter aujourd'hui d'un tensiomètre ou d'un stéthoscope, on a besoin d'autres éléments, de la technologie. Et je vais le préciser mon propos par la suite. Pour le diagnostic, pour la mise en place de nouvelles armes thérapeutiques, bien entendu, nous avons besoin de cette technologie pour monitorer ces traitements, monitorer la surveillance, bien entendu, et ces technologies nous permettent de gagner des sous pour être au regard de l'économie de la santé, qui est un volet important sur le plan sociologique, et ces technologies nous permettent de faire sortir rapidement les patients et de les surveiller à distance chez eux. Donc, on fait de l'ambulatoire et on diminue le risque d'infection à l'hôpital, qui sont des infections qui coûtent extrêmement cher. Donc, vous voyez bien que ces technologies devraient être embrassées plus facilement. Les sciences médicales ou les biomédicales ne sont pas des sciences exactes. Mais nous avons les mêmes principes et les mêmes visions que celles des technologues. Et vous allez le remarquer ici, qu'on utilise les TRL. Donc nous avons adopté la même stratégie que celle de la NASA et de ce qui est utilisé, bien entendu, dans vos laboratoires et dans vos laboratoires de recherche. Donc on va de la conception, l'application de la recherche, l'essai, on a un produit, un prototype, et on doit l'appliquer, bien entendu, pour les soins. Donc, on part du TRL 1 jusqu'à TRL 9, où il sera sur le marché. Donc, il y a le research concept, préclinical, early clinical and late clinical. Donc, nous avons les mêmes paramètres et les mêmes moyens de mesure, que ce soit dans le médicament ou autre, bien entendu, ou les examens biologiques. Ces technologies pour la santé sont nombreuses. Actuellement, c'est du numérique. La majorité sont sur nos téléphones. Bien entendu, ils sont téléchargeables. Pour nous raconter que ce qu'il y a de nos jours, on peut avoir à mesurer nos poids avec le calcul de l'indice de masse corporelle pour vous dire vous êtes en surpoids, vous êtes obèse, ou là au contraire vous êtes. Ça c'est sur votre téléphone. On peut nous calculer grâce au podomètre le nombre de kilomètres que vous avez parcouru en une journée pour vous dire que vous êtes sédentaire ou pas. Ou il y a une alarme qui est déclenchée déjà sur votre téléphone pour vous dire vous mangez, il faut bouger. On peut avoir aussi des capteurs pour le diabète, pour l'hypertension, et même nous avons des applications qui peuvent vous rappeler la prise de médicaments pour les personnes qui sont un petit peu âgées et par la suite. Ce que vous voyez à droite, je suis désolé pour la qualité peut-être du data show ou l'ordinateur, on avait tous anciennement des stéthoscopes que vous connaissez, empiriques. Maintenant, nous avons des stéthoscopes numériques. Donc, il y a la numérisation des stéthoscopes qui peuvent analyser même les bruits. Ces technologies de la santé, quand ils sont placés en invasif, c'est-à-dire dans le corps humain, je ne m'adresse pas aux spécialistes qui sont là, je parle aux technologues, on peut mettre des capteurs dans une artère pulmonaire et qui sont implantés. C'est des petits capteurs miniatures qui sont implantés au niveau de l'artère pulmonaire et qui nous donnent exactement le monitorage et la cinétique de la pression dans cette artère et qui peuvent nous indiquer pour faire de la prévention, pour limiter un petit peu les réadmissions au niveau de l'hôpital pour les patients qui sont dans un cadre
d'insuffisance cardiaque, où le cœur est malade et au stade préterminal. Donc, vous voyez que cette technologie nous aide. Il nous aide aussi. Aujourd'hui, on peut avoir un échographe que vous connaissez un échographe, c'était pratiquement comme un bureau. Maintenant, les médecins, ils ont des échographes portatifs. Ça a un petit peu changé le stéthoscope ancien que vous connaissez. On peut passer un coup de sonde sur le cœur, sur le poumon, sur l'abdomen, au niveau des urgences, avec des échographes qui sont de plus en plus miniatures et ils sont de plus en plus médiatisés. Voilà. L'autre avènement, c'est que il n'y a pas que cette révolution du numérique ou des technologies en cardiologie. On va le voir aussi dans les autres, comme ici, sur la radiologie. On peut voir ici à gauche qu'il y a une artère pulmonaire qui n'est pas irriguée. On peut avoir ici des images de construction 3D. Donc, vous voyez qu'il y a une révolution. Et même en ophtalmologie. Donc, il n'y a pas que la cardiologie. Il y a l'ophtalmologie et d'autres spécialités pour ne citer que ces deux spécialités. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, elle se pose à moi et à vous et à notre département ministériel aujourd'hui. Quels sont les enjeux stratégiques pour développer la recherche, développement ou l'innovation dans les sciences de la santé? La TRSS, notre agence, la vôtre aussi, ce qui est un partage aujourd'hui, elle coordonne des recherches dans le domaine technologique. Mais c'est indispensable qu'on se mette à plusieurs pour booster cette recherche dans cette nouvelle dynamique et cette nouvelle vision où il faut associer ces technologies pour qu'ils servent au mieux cette stratégie. Donc cette nouvelle orientation ne peut s'inscrire que dans une vision transdisciplinaire et translationnelle, bien entendu. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut les sciences dures, bien entendu, des médecins, et une autre partie qui est l'industrie. Donc, il faut créer notre écosystème où il y a recherche, peut-être académique, c'est pour la connaissance, l'expression des besoins par les personnels de la santé et les technologues et l'industrie qui doit assumer la réalisation, bien entendu, et la commercialisation par la suite. Quels sont les enjeux aujourd'hui? Les enjeux scientifiques ou industriels? Nous nous sommes inscrits dans cette nouvelle vision qui est la prévention. On n'est plus dans le thérapeutique, qui était il y a 30 ans peut-être, ou un peu plus, ou il y a 40 ans au départ. Mais elle sera au service, ces technologies seront au service et des patients et des maladies. Donc, prévention au service des patients et de la maladie. Donc, on ira certainement à identifier les facteurs de risque. Parce que le risque sanitaire, on en parle aujourd'hui sur les risques sanitaires. Donc, ces technologies nous permettent aussi de limiter ces facteurs de risque, aussi de nous faciliter le diagnostic de certitude. Ces technologies nous permettent un diagnostic de certitude. On ne pas 4 ou 5 diagnostics, on va se dire oui, on n'a pas les moyens de les faire asseoir. Ces technologies nous permettent de gagner du temps et de nous faire établir des diagnostics d'une façon de plus en plus précoce. Un APAT, 21 jours. Les marqueurs biologiques, et ainsi de suite. Donc, cette technologie améliore la prise en charge. Et bien entendu, ils nous permettent aussi, ces nouvelles technologies, de tester des nouveaux médicaments rapidement et de les mettre pour conforter les patients. Et ça, c'est pour améliorer significativement tous ces progrès. Donc, ces approches ne peuvent pas être individuelles. Il faut les associer entre chercheurs, ingénieurs, biologistes et médecins. Très bien. Les 5 domaines sur lesquels travaille actuellement l'agence thématique de recherche
en santé, c'est l'imagerie médicale. Et on l'a bien vu aujourd'hui, que nous avons eu des logiciels par des centres, surtout des universités, pour nous faire des approches, des algorithmes par l'intelligence artificielle pour le diagnostic scanographique lors de la pandémie du Covid-19. Nous avons aussi les technologies associées au développement des médicaments, tout ce qui est biotechnologie, bioingénierie, les chirurgies et les techniques interventionnelles et les technologies associées à la santé numérique. Je vais détailler rapidement tout ça. Alors, concernant l'imagerie, nous avons fixé au niveau de l'agence les principaux défis. C'est comment cette imagerie, ou le scanner, ou l'échographie, ou l'IRM, ou autre, ou la mammographie, par exemple, comment accroître la sensibilité de l'examen. Est-ce que cet examen est sensible et spécifique? C'est ça le défi de la technologie. C'est de augmenter la sensibilité pour pouvoir asseoir le diagnostic le plus rapidement. Il y a deux paramètres à prendre en considération. Je voudrais pas peut-être aller dans le détail. C'est le rapport sensibilité-spécificité. Comment définir au mieux les images? Si on a des images de mauvaise qualité, pas de haute résolution, il nous sera extrêmement difficile avec l'œil humain de porter le diagnostic. Donc on a besoin d'autres outils dont je vais en parler tout à l'heure. Comment accélérer les données? On a des milliers et des milliers de scanners dans le monde. Des milliers et des milliers d'IRM. Si on utilise l'intelligence artificielle pour toutes ces données de ces big data, on a besoin d'accélérer de cette analyse. Donc, on pourra optimiser ces images et de les fructifier pour dire, dans ce cas, quand il y a cette image qui est analysée, elle peut nous aider dans 95% pour dire que c'est un cancer du sein. Par exemple, améliorer la reconstruction. Nous avons de plus en plus de logiciels qui améliorent la construction. Avant, on avait des images statiques qui ne bougeaient pas. Maintenant, on peut construire le cerveau, construire les vaisseaux, construire l'abdomen. Donc, ça permettra des actes de plus en plus précis. Et ça, c'est grâce à l'essor et l'évolution des technologies. Les médicaments. Pour développer des médicaments, il faut 10 à 15 ans minimum. Il faut beaucoup d'argent. Donc, on peut améliorer, grâce aux technologies, de ces technologies innovantes, les pieds de biotechnologie. On l'a remarqué dernièrement par l'expérience du Centre de recherche de biotechnologie, le diagnostic le Covid. Il a utilisé le CRISPR, par exemple. Donc, ce domaine des biotechnologies, de la bioingénierie, peut nous faciliter la tâche, surtout dans les thérapies innovantes, les thérapies géniques, les thérapies génomiques. Et ça peut raccourcir les diagnostics, toutes ces biotechnologies. Les CRP, comment dirais-je, les PCR, pardon. Les PCR actuellement. Les techniques interventionnelles. On a introduit même la robotique. Nous avons les technologies chirurgicales par simulation, par navigation. La téléopération, j'en ai cité tout à l'heure. Tout ce qui est radiologie interventionnelle, radiothérapie. Et la miniaturisation de certains stents, par exemple. Donc, ça nous permet de gagner encore dans ces nouvelles types de traitements interventionnels, bien entendu. La santé numérique, la télésanté. Aujourd'hui, grâce au numérique, quelqu'un qui a Tamarasset, un nourrisson, il peut être vu, peut être photographié, on envoie en dermato au CHU, à distance. Donc, on peut faire de la télémédecine. On peut discuter de certaines radios ou certaines images à distance. Et bien entendu, les téléservices. On pourra en parler si vous souhaitez dans la discussion. Alors, les projets qui ont été lancés par la TRSS concernant les technologies innovantes en santé, la TRSS avait un objectif, c'est de rapprocher cette communauté. Aujourd'hui, il y a une opportunité qui nous est offerte par le CRTI. J'espère que d'autres vont nous tendre la main pour rapprocher cette communauté de personnel de la santé
avec la communauté de l'ingénierie. Et l'objectif, c'est de développer une recherche technologique par rapport à nos problématiques. تشوف الأزمة تريد الهمة. الCRT تاع سطيف عمره اللي كان يخمم على الريسبيراتور. عمره. احنا في السيرفيس كو جو ديريج تاع الإنعاش عندي 12 ريسبيراتور اون بان. اتصلت بالجامعة تاع وهران لوستو شفت مع السيدة المدير il a mis à ma disposition des ingénieurs qui ont pu me réparer pas mal de respirateurs alors que j'étais le parc de respirateurs la prise en charge de la pandémie du Covid. Donc vous voyez que nous on n'avait pas cette culture, la culture intra-institutionnelle. On est des gens cloisonnés. Je le dis avec beaucoup de regrets, mais il faut le dire. Aujourd'hui, il y a une nécessité de sortir de son cocon et d'aller vers autrui. Autrui, c'est pour leur poser nos vrais problèmes. أنا نقول له تشوف شفنا هذا le prototype تاع la automatique تاع la livraison تاع des solutions des distributeurs de solutions hydroalcooliques. احنا بالك نقعدوا نجوا عند السي باجي نقولوا له لا في كل شامبرا عند الباب اوتوماتيك يجي داخل ما ينحلش الباب حتى كي يدير لا سوليسيون وما يخرجش حتى يدير لا سوليسيون هيدرالكوليك. C'est comme ça qu'on doit transmettre nos vrais problèmes. Ah oui, un autre problème تاع l'aspiration حنايا كي يكون عندنا le Covid-19. Au niveau du service que je dirige, on a suggéré à une équipe de nous faire un système clos. Donc grâce à la technologie. Donc cette recherche et la création d'équipes mixtes nécessitent un état de besoin clair pour définir un cahier de charge précis pour pouvoir répondre à la problématique, bien entendu. Donc ça c'est important à prendre en considération. Voilà. Alors les technologies, أسسنا وركزنا surtout على la formation et l'apprentissage. Combien il y a de simulations? من قبل مع الأستاذ يعيش كنا نتكلموا على la simulation. La simulation كاين غير في الجامعة ما كاينش في l'hôpital. Les plateformes d'apprentissage. Quels sont les environnements immersifs? Est-ce que هذا الصوالح بعاد علينا احنا باش نديرهم? Je pense que on peut éventuellement avec la collaboration de notre communauté scientifique, on peut répondre à ce besoin. Le diagnostic médical et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'aide à la décision. Les actions thérapeutiques en matière de soins. Le développement peut-être du médicament, c'est un autre volet. On ne pourra pas peut-être le traiter aujourd'hui. Mais le management et organisation des structures de soins. هذا بعيد علينا احنا باش نديروا des logiciels de patients. Parce qu'on ne peut pas développer des logiciels pour la gestion des patients. C'est de نبداو بالك غير les codes rouges. Donc vous voyez que هذو هما الأولويات اللي لازم احنا نسطروهم مع les technologues. Alors rapidement si vous permettez, هذو هما les domaines concernés, on pourra en discuter. Comment on a sélectionné les projets, c'est pas ça. Je reviendrai sur la robotique. La robotique en santé. النهار الأول كي اتصلت un spécialiste في l'USTO, parce qu'il y a la proximité de la robotique, je me suis dit tiens, je suis en train peut-être de rêver, mais le rêve est devenu réalité. Et j'ai appris qu'il a pu développer pour l'EHU, l'établissement hospitalier universitaire d'Oran, à novembre, tout un artifice pour la chirurgie maxillofaciale. Dommage que le tabib اللي كان متأهل هذا الشيء, il a quitté Oran pour aller ailleurs. Donc, la robotique, elle nous permet la précision et elle nous permet la dextérité. Donc, vous voyez bien que le futur de la médecine, parce qu'on ما نبقاوش في البريفونتيف, ما نبقاوش في الثيرابوتيك, نروحوا للبريفونتيف. Le futur passe par la robotique. C'est ma conviction à la kulli hal. Il y a des robots qui sont de plus en plus sur le marché, le Da Vinci et les autres, ومشيري pour les chirurgiens, ومشيري pour le personnel soignant, les infirmiers. حتى المرضى باش يكومبانيهم, mais pour les distraire. On va le voir. Donc, il y a plus de 3600 robots Da Vinci qui ont été vendus dans le monde. Je n'ose pas vous dire le prix du Da Vinci, mais 3600 robots qui sont commercialisés dans le monde,
il y a un questionnement qui se pose. Très bien. Je vais m'arrêter pour prendre un peu d'eau si vous permettez et de vous laisser apprécier cette vidéo grâce à un robot pour faire une amygdalectomie. On peut éventuellement revoir un petit peu nos copies. Alors, chauffe. À gauche, c'est la suture. À droite, alors, il peut suturer, il peut tirer, il peut couper. Voici la dextérité et la précision. Un zido, il permet aussi, avec la neurostimulation, de faire de la rééducation pour les patients qui ont un problème cérébral, soit une tumeur, soit un AVC ou un accidenté. Vous voyez bien qu'il y a une stimulation au niveau de la moelle épinière. Très bien. Au niveau de l'agence, nous avons lancé sur ces 7 grands domaines. Formation, système robotique, télédiagnostic, télémonitorage et téléthérapie, robotique de soins, robotique réhabilitation, robotique chirurgicale, logistique au milieu hospitalier et les technologies habilitantes de la robotique en santé. Voilà. Je vais faire défiler rapidement parce qu'on pourra en discuter. Vous le retrouvez tout ça sur le site de l'agence, bien entendu. Ce que je voudrais vous dire, le robotique, quand il est associé aux soins, on peut avoir une meilleure qualité et une meilleure assurance pour le personnel. Côté infirmier, le Panasonic, c'est un robot qui a été créé, qui a été amélioré par Panasonic. Il distribue les médicaments. On a tout un étage de Covid-19. ما نexposeوش le personnel. نعطوا الروبو هو يروح يعرف السيركوي تاعو يمد لهم لي ميديكامون تاعهم. C'est automatisé, c'est sécurisé. Il peut transporter des produits. يجيب لهم الماكله، يجيب لهم الماكله، يدير لهم لي كوش تاعهم، يجيب لك ainsi de suite. Et il a une autonomie de 9 heures. Donc on peut le programmer à multi-usage. Donc هذا هو البعد تاعنا. On peut aller sur des choses basiques, très simples, comme le respirateur. On établit un cahier de charge, on خدمه. On ne sait pas de quoi être fait demain. Parce qu'on ne va pas avoir une épidémie d'une maladie émergente ou la réémergente. On n'en sait rien. Donc, نستعد للبلاء قبل النزول. Donc, vous voyez qu'il y a un intérêt. زيد. أنا عندي في السيرفيس إذا يشكو. C'est vrai que je gère un service à des enfants. Mais يعيش certainement عند الكبار والسمان كارديوبات كيفاش يهزوه دونك هاك تشوف عنده روبو يهزوه دونك ينجم يهزوه il lui fait ses soins et on peut changer les draps plus facilement. Donc si c'est un enfant on peut avoir des ours ou là ou la Mickey Mouse ou là tout ce que vous voulez. Donc c'est ludique, il peut même jouer avec les enfants. Donc, nous disons un espace les enfants qui se tirent de l'INH ou les autres. Il peut même les aider à se déplacer. Donc, on peut faire des conceptions de modèles de l'usage de ces robots. Très bien. L'autre point, je l'ai mis en dernier, mais c'est une de nos priorités aujourd'hui, c'est comment optimiser cette intelligence artificielle, soit en médecine ou là en santé. يا ريت يا ألف ريت si on peut avoir aujourd'hui usage de cette intelligence artificielle pour qu'on ait un petit peu de data. Donc, si nous, on peut, grâce à nos informaticiens, grâce à nos technologues, de fructifier. Combien de personnes sont opérées pour la hanche? Est-ce qu'on ne peut pas faire une modélisation de ces prothèses ou des prothèses de genoux intelligentes? Est-ce qu'on ne peut pas travailler là-dessus? Des accidents et ainsi de suite. Donc, nous sommes conscients que cette intelligence artificielle, elle est au cœur de la médecine du futur. Bien entendu, mon rêve, mon souhait, c'est de créer
un healthcare big data. Et de là, toute la stratégie va découler de toutes ces informations qui seront collectées pour orienter éventuellement nos recherches par rapport à nos besoins et par rapport à la vraie vie. Parce qu'il ne s'agit pas de dupliquer des modèles, d'ailleurs. Parce que nous avons notre propre spécificité. Nous sommes dans un pays maghrébin, nous sommes dans un pays africain, nous sommes dans un bassin méditerranéen, donc nous avons nos spécificités génétiques et environnementales, bien entendu. Alors, cette intelligence artificielle va nous permettre énormément de liberté. Elle nous permettra, bien entendu, des libertés. Nous aurons plus de patients à traiter. Nous aurons plus de données à gérer. داخل مصر منك 1000. دونك شحال عندنا من مريض في السبيطارات تاعنا اللي داروا جراحات قلبيه، اللي داروا جراحات على البنكرياس، اللي داروا جراحات على الصدر. Toutes ces données, si on pouvait les rentabiliser grâce à peut-être au dossier du patient, grâce à la numérisation de nos structures de santé, donc on aura vite à utiliser ces big data, donc on pourra vite les analyser, bien entendu, et à partir de là, on va se dire, tiens, notre insuffisance. On pourra faire une approche par SWOT, où sont nos forces, où sont nos faiblesses, où sont nos menaces, où sont nos opportunités. Nous avons des structures de recherche. Elles sont équipées. Elles sont financées. Et nous avons des compétences. Si on peut numériser tout ce qui se passe au niveau dans les professionnels de santé, on pourra mieux analyser, on pourra aussi définir les meilleures priorités de la recherche en santé. Et on pourra développer tout ce qui est innovation et technologie. Bien entendu, ces big data nous imposent de la sécurité. Parce que l'information, si elle part ailleurs, ou là elle est mal utilisée, ou là elle est pompée ou elle est piratée, elle peut avoir des conséquences néfastes sur le gestionnaire que nous sommes. Donc le plus grand danger, c'est de voir ces technologies piratées ou la mal contrôlées. Si elles sont mal contrôlées, elles peuvent instruire éventuellement aux équipements de donner des traitements ou quelque chose. Donc il y a des balises de sécurité pour cela. Et la vie des patients qui sont sécurisés. مثلا واحد احنا خرجوه لدارو avec une télésurveillance, نعطوه un appareil qui lui injecte de la morphine et في دارو si le circuit est piraté يقدر يأثر على المريض. Donc on doit codifier tout ça, bien entendu. Alors, c'est vrai que ça a un coût, tout ça, l'intelligence artificielle, mais tout le monde est unanime sur un point qui est le suivant. Tous les hôpitaux qui sont passés au digital sont plus performants. Alors la question est la suivante. Est-ce que nos ingénieurs, nos technologues ne sont pas en mesure de prendre un hôpital? Nous avons 15 CHU. Est-ce qu'ils ne peuvent pas nous informatiser, digitaliser un hôpital? C'est un développement intersectoriel. على طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يشوفوا مع لا سونتي يقولوا لهم احنا لي زانجينيور احنا نريبوندو لكم et on va digitaliser les CH, les structures hospitalo universitaires. خلينا من الاخرين نبداو بلي كاين لا فورماسيون etc. pour dupliquer un petit peu cet écosystème. هذا هو notre rôle aujourd'hui. Ça notre entre autres bien entendu. هذه la vision de le réel. كما المحترم جاي يحكي لنا على ريسبيراتور. C'est très bien. وهي مثلا كيما السي ال بي تي وخرج لنا هذاك السيستم دو كريسبر etc. pour ne citer que les centres de recherche. Je reviens aux montres. تشوف les montres permettent aujourd'hui de suivre les malades chroniques. Une montre, elle peut permettre de suivre. Elle peut lancer une alerte. Elle peut dire que nous sommes dans une situation critique. Une montre. Alors, si je prends GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, ils sont en train de pomper toutes nos données en matière de santé.
sont en train de les analyser, de les déchiffrer et de pouvoir demain nous offrir, pas nous offrir, nous proposer des offres de services qu'on va payer très très cher. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas peut-être, il est temps, Hanal Awan, Sayyidati, Sayyidati al-Afadl, parce qu'on se penche de quelle manière peut-on contribuer sur le plan technologie pour aider au mieux la santé du citoyen. On en parle aujourd'hui de la sécurité sanitaire. Je pense qu'en sans technologie, sans maîtrise de la technologie, de répondre à nos problèmes, soit au nord, ou là au plateau, ou là au sud, on peut répondre. Les régions éloignées, avec ces technologies de la santé. Alors, je suis anesthésiste et j'adore l'anesthésie et réanimation. J'adore ce robot. Il permet de nous faciliter pas mal de tâches dans les blocs opératoires. Parce qu'il y a un respirateur aujourd'hui. Donc, je suis en immersion. En immersion dans un monde de réanimation et d'anesthésie. Les anesthésistes ont beaucoup de contraintes. Actuellement, un robot qui lui facilite la tâche dans les salles opératoires. Bien entendu. Ça, c'est les critères qui ont été sélectionnés. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre attention. J'espère que j'ai pas été trop bavard. S'il y a des questions, faites-le. Merci beaucoup.